Je suis Béatrice Dorigo et tu écoutes Pilule Rouge, le podcast qui démonte les illusions qui dirigent ta vie. Dans l'épisode précédent, on a posé quelque chose de fondamental. Derrière chaque illusion se cache un mensonge et derrière chaque mensonge se cache une peur. On a vu comment ces peurs se construisent très tôt, très précisément, par un enfant qui fait ce qu'il peut pour survivre face à un parent défaillant. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on fait de ces peurs une fois qu'elles sont construites. Et plus précisément, est-ce qu'on peut les éviter? Parce que c'est ce que la plupart d'entre nous essaient de faire, sans toujours le savoir. Si je te demande de citer une de tes peurs, tu vas probablement me donner quelque chose de précis. J'ai peur des araignées, j'ai peur du vide, j'ai peur des chiens. Ces peurs-là, tu les connais, elles ont un nom, un visage, un déclencheur identifiable. Tu sais exactement ce qui les active. Et tu sais exactement ce que tu fais pour les éviter. Mais il y a une autre catégorie de peur, celle qui ne s'annonce pas comme telle. Je ne suis pas prête à m'engager. Je m'ennuie vite, c'est ma nature. Je préfère rester indépendante. J'attends juste le bon moment pour me lancer. Et si ces certitudes sur toi-même n'étaient pas ta personnalité? Et si c'était ta peur déguisée en choix? La peur d'une araignée est facile à identifier. Elle surgit, elle est localisée, elle a une forme. La peur de s'engager, elle, ne ressemble pas à une peur. Elle ressemble à de la sagesse, à de l'expérience, à de la lucidité sur ce qu'on veut vraiment. La peur de réussir ne ressemble pas à une peur. Elle ressemble à du perfectionnisme, à de l'humilité, à un souci de qualité. La peur d'être vu, d'être jugé, d'être abandonné. Ces peurs-là ne se présentent presque jamais comme des peurs. Elles se présentent comme des traits de caractère. Et c'est précisément pour ça qu'elles sont les plus difficiles à traverser. Parce qu'on ne cherche pas à se libérer de ce qu'on croit être soi-même. On ne contourne pas une peur qu'on ne reconnaît pas comme une peur. On l'appelle personnalité. Et on continue. On contourne. On reporte, on rationalise, on attend le bon moment. Je ne suis pas encore prête. Je verrai ça plus tard. Et pendant ce temps-là, la peur, elle, s'installe. Et ton système s'organise entièrement autour de cet axe. En psychologie comportementale, ce mécanisme a un nom précis, l'évitement expérientiel. Le principe est contre-intuitif mais solide. L'évitement d'une peur ne la réduit pas, il la maintient, il la renforce, et à terme, il lui donne le pouvoir de structurer une vie entière. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on évite une situation qui active la peur, le cerveau enregistre un signal très clair, ce territoire est dangereux. Ne pas y aller était la bonne décision. La peur est confirmée, elle s'ancre un peu plus. Et la zone de vie disponible, les choix qu'on s'autorise, les relations qu'on accepte, les risques qu'on prend, se rétrécit à mesure que l'évitement s'installe. Une peur évitée ne disparaît pas, elle grossit, elle s'étend et elle finit par tout organiser. Je pense à Camille. Camille a 38 ans, une carrière brillante et une vie amoureuse qui ressemble à une série de départs. Pas de rupture dramatique, pas d'histoire violente, juste des fins. Au bout de quelques mois, parfois même quelques semaines, Camille commence à voir les défauts, à s'ennuyer, à ressentir une urgence de partir. Je suis difficile, je le sais. Je sais exactement ce que je veux et la plupart des gens ne me correspondent pas. Elle ne dit pas j'ai peur, elle dit j'ai des standards. C'est la même chose, habillée différemment. En travaillant ensemble, on a remonté le fil et on a trouvé quelque chose de précis. Camille ne part pas parce que les autres ne sont pas assez bien. Elle part au moment exact où une relation devient assez réelle pour qu'elle puisse décevoir. Autrement dit, elle part juste avant que la peur de ne pas être aimée vraiment puisse se confirmer. Elle part aussi juste avant de risquer de se faire abandonner. L'évitement la protège et il la prive de tout ce qu'elle voulait. Les peurs visibles ont des stratégies d'évitement visibles. Tu as peur des chiens, quand tu en vois un, tu traverses la rue. Simple, identifiable.
Les peurs invisibles ont des stratégies d'évitement invisibles, et elles sont d'autant plus efficaces qu'elles ressemblent à autre chose. Voici les plus communes. La procrastination. Ce n'est pas encore le bon moment. Je vais attendre d'être prête. Je veux être sûre avant de commencer. Derrière, il y a souvent la peur d'échouer ou la peur de réussir et de ce que la réussite implique. Le perfectionnisme. On ne finit jamais, on recommence, on améliore encore, on ne publie pas, ne dépose pas, ne soumet pas. Derrière, il y a la peur du jugement. Si le travail n'est jamais terminé, il ne peut jamais être critiqué. L'agitation permanente, toujours occupé, toujours un projet, toujours un truc à faire. Derrière, il y a la peur du silence. La peur de ce qu'on entendrait si on s'arrêtait vraiment. L'hyper-indépendance. Je n'ai besoin de personne. Je me débrouille seule. Je n'attends rien des autres. Derrière, il y a presque toujours la peur de l'abandon. On ne peut pas être quitté si on ne laisse personne entrer. Ce qu'il y a en commun à toutes ces stratégies, elles fonctionnent. À court terme, elles protègent efficacement. Et c'est précisément pour ça qu'elles persistent et qu'elles finissent par occuper toute la place. Il y a quelque chose d'important à comprendre sur la peur évitée. Se libérer d'une peur ne signifie pas ne plus la ressentir. Ça signifie ne plus lui laisser le pouvoir de décider à ta place. Une personne qui a peur des chiens et qui apprend à s'en approcher progressivement ne perd pas la peur du premier coup. Elle apprend à bouger malgré elle. Et à chaque fois qu'elle avance quand même, le cerveau enregistre quelque chose de différent. Pas « j'ai eu raison d'éviter », mais « j'ai traversé et je suis encore là ». C'est pareil pour les peurs invisibles. Ce qui libère de la peur de l'engagement, c'est d'une part de comprendre d'où elle vient, puis de commencer à agir différemment, par petits pas, au moment où elle se manifeste. Rester dans une conversation difficile au lieu de fuir. Dire ce qu'on ressent au lieu de créer un conflit pour partir. Envoyer le projet au lieu de le perfectionner encore. Ce que tu évites te dirige, ce que tu traverses te libère. Pas parce que la peur disparaît, mais parce que tu cesses de lui obéir. La peur la plus dangereuse n'est pas celle que tu reconnais, c'est celle à laquelle tu t'identifies sans t'en rendre compte. Parce qu'on ne cherche pas à changer ce qu'on croit être soi-même. On se défend, on se justifie, on argumente. Mais si quelque chose dans ta vie se répète, les mêmes fins, les mêmes blocages, les mêmes moments où tu recules juste avant d'avancer, ce n'est probablement pas ta nature. C'est une stratégie de ta structure. Et quand tu la rends visible, tu peux la changer. Prends une zone de ta vie où tu attends, où tu repousses, où tu t'ennuies vite, où tu trouves toujours un défaut. Et pose-toi cette question. De quoi j'ai peur? Ou si c'est plus accessible, de quoi j'ai besoin? Parce que derrière chaque besoin non comblé, il y a toujours une peur. Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite. Tu as juste à laisser la question faire son chemin. On vient de voir que la peur évitée ne disparaît pas. Mais il y a une autre illusion tout aussi répandue qui surgit quand l'évitement ne suffit plus, quand la souffrance passe quand même, quand elle est là et qu'il faut faire quelque chose avec. Si je souffre autant, c'est que quelque chose ne va pas. La souffrance comme erreur, comme preuve que quelque chose est cassé. Et si c'était l'inverse? Et si souffrir était parfois le signe que quelque chose enfin essaie de se montrer? Si cet épisode t'a parlé, tu peux laisser un commentaire, partager ou m'envoyer un message. Et à chaque épisode, je choisirai une question que je décortiquerai dans un bonus. En attendant, garde tes illusions à l'œil et pense à prendre ta pilule rouge.